Donc, bonjour à tous. Normalement, tous. vous nous entendez bien. Est-ce que vous pourriez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? On va attendre 10h01 avant de démarrer, le temps que tout le monde arrive. On voit qu'il y a 11 participants pour l'instant. Ok, super. Ok, nickel. Pour les personnes qui viennent d'arriver, donc il est 10h, on va attendre 10h01, le temps que tout le monde arrive. On est à 16 participants. Bon, il est 10h01, on va démarrer du coup. Allons-y. Donc, on va démarrer ce webinaire sur le pen test et donc découvrir comment tester votre résilience à l'aide d'un pen test. Donc, ce webinaire sera présenté donc par nous deux, moi, Ethan Langrand, donc ingénieur sécurité, et Christopher. Donc Christopher, ingénieur sécurité également chez Xanet. Lors de ce webinaire, on va vous présenter donc tout d'abord le groupe Isagri et Exanet. Ensuite, on vous présentera plus particulièrement donc l'équipe audit avec les différents types d'audits prévus, les technologies et le périmètre sur lequel on intervient lors de ces audits, les problématiques résolues par ces audits, les différentes phases lors d'un audit et les livrables attendus. Puis à la fin, on vous présentera aussi un rapport d'audit anonymisé. Donc c'est un exemple de livrable qu'on pourra vous envoyer après un audit. Et on fera une petite dernière présentation sur l'équipe d'audit parce qu'on n'est pas que tous les deux. Donc tout d'abord, le groupe Isagri. Donc c'est un groupe qui représente à peu près 3000 salariés, qui est certifié Great Place to Work depuis 8 années consécutives, qui a un taux de croissance à 2 chiffres. Et ça représente un chiffre d'affaires d'à peu près 340 millions d'euros. Donc c'est un gros groupe français. Exanet, au sein de ce groupe, travaille beaucoup et a une relation privilégiée avec tout l'écosystème et donc toutes les entités du groupe, donc que ce soit Agiris ou autre. Et Exanet, du coup, au sein du groupe, c'est l'entité qui s'occupe principalement de tout ce qui va être informatique et cybersécurité. Exanet, au global, ça représente donc à peu près 200 personnes réparties sur 10 implantations régionales, donc un peu partout en France. Nous deux, ici, on est basé sur Reims, qui est le plus gros site et le siège, et qui est aussi le plus gros data center des 8 data centers. Les data centers sont tous certifiés ISO 27001 et HDS. Et le cœur du métier de base d'Exanet, c'est d'être opérateur d'infrastructure, donc beaucoup sur tout ce qui va être la connectivité, les réseaux et le cloud. Mais depuis quelques années, les services s'élargissent en partant sur tout ce qui va être communication, donc tout ce qui va être VoIP, etc. Et aussi la partie cybersécurité, donc ce qui nous touche plus, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, pour la partie cybersécurité, il y a tout ce qui va être antivirus, une équipe SOC et une équipe audit, donc qu'on va vous présenter de suite. Donc l'offre audit, elle se divise en plusieurs types d'audits. Donc il y a 5 types. Il y a d'abord les black box, grey box et white box. Ce qui va se différencier dans ces trois types d'audits, ce sera le niveau d'information
donné par les commanditaires. Donc un audit black box, c'est vraiment typiquement une attaque externe. Donc l'attaquant n'aura quasiment aucune information, aura juste le nom de l'entreprise, son adresse pour les tests internes. Pour les tests web, ce sera uniquement son URL et rien d'autre. Les grey box, c'est plus une attaque d'un point de vue d'un utilisateur standard, donc avec à disposition un compte utilisateur, que ce soit aussi bien pour un test interne, un test AD ou un test web. Et les tests white box, alors on se rapproche plus de l'audit de configuration là-dessus, puisqu'en test white box, on aura accès à tout ce qui est code source, infrastructure, schéma d'infrastructure, compte administrateur. Donc là, c'est vraiment plus pour détecter des défauts de configuration que des vulnérabilités en fait. Et suite à ces trois tests, il est possible aussi d'effectuer un audit de remédiation. Donc une fois ces tests effectués, dans le rapport, on vous enverra des recommandations. Et ces recommandations, libre à vous de les mettre en place ou de mettre en place d'autres recommandations. Mais derrière, il est possible pour nous de faire un audit de recommandation. Donc, dans cet audit, on va juste s'assurer que les vulnérabilités qui ont été identifiées lors d'un ancien audit seront corrigées ou non. On n'ira pas plus loin, on ne fera pas d'autres tests. Et comme j'ai dit précédemment, du coup, il y a un cinquième type d'audit, donc l'audit red team. Cette fois-ci, c'est une attaque un peu plus avancée qui se rapproche vraiment d'un point de vue d'une simulation d'une attaque réelle. Alors en général, il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont informées côté client. Et nous, notre but, ce sera de ne pas se faire détecter par le reste des équipes. Alors, et aussi, en général, on définit quelques trophées. Alors, ça peut être aussi bien un fichier sur un poste précis, un accès à un compte, un accès à changer un RIB ou changer autre chose. Et donc, pour faire ça, on va avoir le droit à plusieurs méthodes. Alors, toujours avec l'accord du commanditaire et toujours dans les limites légales. Au niveau de tout ce qui va être faisable, désolé, il va y avoir tout ce qui va être intrusion physique, donc aussi bien tout ce qui est crochetage de serrure, accès au bâtiment par ingénierie sociale, donc typiquement suivre quelqu'un quand il rentre dans des locaux. On va pouvoir s'attaquer au réseau à proximité, donc tout ce qui va être Wi-Fi principalement, faire du repérage aussi d'horaires de passage, donc typiquement dans des bureaux, en général, il y a beaucoup de passages entre 8h30 et 9h15, donc on va essayer de se glisser aussi pendant ces horaires-là. On va aussi faire de l'attaque à distance, donc que ce soit du phishing par mail, par téléphone ou autre, et ainsi que des clés USB déposées sur des parkings. Donc, il arrive très souvent quand on trouve une clé USB qu'on la branche sans forcément faire attention à ce qu'il y a dedans. Ça peut être très dangereux et on peut, nous, derrière, essayer de récupérer un accès sur le poste juste avec ça. On peut aussi, pour récupérer des informations, faire de la fouille dans tout ce qui va être corbeille à papier pour trouver des informations sensibles et potentiellement récupérer des mots de passe ou autres. Et on peut aussi faire du brouillage d'informations. Donc, quand on essaye d'attaquer d'un côté, typiquement, par exemple, si on essaye de faire une attaque sur un site web, on peut essayer de faire un déni de service en même temps sur un autre service, donc que ce soit les mails ou autres. Alors ça, ce sera toujours avec l'accord du commanditaire pour éviter d'impacter trop la production. Je vais laisser mon collègue Christopher pour les technologies d'audit. Donc au niveau, au niveau des différentes technologies sur lesquelles Exanet intervient, il y a le web, les systèmes et infrastructures, donc tout ce qui va toucher l'infrastructure, des postes de travail, les serveurs, tout ce qui va toucher également au réseau. On peut faire également des audits de surface d'exposition. Ça, c'est souvent ce qu'on fait en black box quand on n'a pas du tout d'informations. On a uniquement, par exemple, l'adresse IP publique du site et on va vérifier justement les services exposés, les ports ouverts, les versions, etc. On fait de l'audit organisationnel, donc de la gestion de risque. Et par contre, ce qui est en dehors de notre périmètre, ça va être tout ce qui va toucher à l'audit de code,
Potentiellement, si vous êtes développeur de logiciels, on ne va pas faire d'audit de code, on ne va pas vérifier justement le code source du logiciel. On ne fait pas non plus d'audit sur tout ce qui va être industriel. C'est quelque chose qui est très spécifique, où il faut vraiment intervenir avec des pincettes. Donc ça va être en dehors de notre périmètre. Et tout ce qui va toucher à la gestion des données personnelles, donc typiquement le rôle de TPO. Au niveau du détail des différentes technologies, de notre côté, au niveau du web, on va quasiment tout faire hein, sur Internet, en dehors des tests de charge. On n'est pas équipé pour l'instant. Pour tout ce qui va toucher au système et infrastructure, évidemment, il y a du Windows, Linux, macOS, mais pas d'Active Directory. Et donc, en dehors de notre périmètre, il y a tout ce qui va être Kubernetes, Ansible, AWS, GCP, etc. Au niveau réseau, on est une grosse équipe réseau au sein d'Exanet. On va faire quasiment tout, sauf tout ce qui va toucher au réseau mobile, qui est en dehors de notre métier. En fait. Au niveau de la surface d'exposition, donc comme je vous l'ai dit, on va vérifier tout ce qui va être les ports exposés, on va essayer de rechercher des sous-domaines, etc., pour voir ce qu'un attaquant pourrait obtenir sur vous en faisant justement ce type de recherche. C'est un peu la partie reconnaissance des attaquants. Par contre, on ne va pas faire de surveillance des fuites de données. Typiquement, on ne va pas essayer de rechercher des identifiants qui auraient pu fuiter sur des leaks de données sur le dark web ou autre. C'est en dehors de notre périmètre. Et tout ce qui va toucher à l'audit organisationnel, eh bien, en fait, on va faire tout sauf l'analyse technique, évidemment, puisque ça va être plutôt de la gestion de risque. Donc, pourquoi faire un audit Tout simplement, eh bien, ça peut être dans le cadre d'une assurance cyber, ça peut être demandé dans les conditions d'assurance. Dans le cas de rachat ou de création d'une nouvelle société, on peut vouloir avoir un premier coup d'œil sur l'existant, savoir ce qu'il y a sur le parc, qu'est-ce qui est exposé publiquement sur Internet. Bref, tout ce qui peut être accessible par des groupes d'attaquants. Ça permet également d'identifier tout ce qui va être mauvaise configuration et de vérifier les systèmes en place, s'ils sont bien à jour, s'ils ne sont pas vulnérables. Ou alors, eh bien, tout simplement, avant de publier un nouvel outil, typiquement, vous avez un outil que vous voulez déployer pour vos clients, eh bien, avant de le publier publiquement, on peut faire un premier audit pour voir justement s'il n'est pas vulnérable et ça empêche de la mauvaise communication. Il faut savoir que l'ANSSI, qui est donc une entité recommandée par l'État français, il recommande un test d'intrusion annuel, donc au minimum un test par an. Chez Exanet, comment se déroule un audit? Dans un premier temps, on va établir une convention d'audit avec le commanditaire, donc vous. Cette convention, on va détailler à l'intérieur le périmètre, qu'est-ce que l'auditeur aura le droit d'auditer. Si vous nous dites par exemple que vous voulez auditer uniquement votre serveur web, l'auditeur aura sera complètement n'aura pas le droit d'aller voir sur le serveur mail ou les sauvegardes ou autre. On va se limiter uniquement au périmètre défini avec vous. Donc c'est vous qui choisissez justement le périmètre audité, la durée également. Si vous décidez par exemple que l'audit se passe entre telle date et telle date, l'auditeur n'aura pas le droit de commencer avant ou de finir plus tard. Si vous avez une équipe SOC par exemple qui vérifie les alertes de sécurité, on peut lui dire que c'est entre telle date et telle date et on n'aura pas du tout le droit d'intervenir en dehors de cette période définie. Une fois que la convention d'audit est établie, on a une phase de préparation. Typiquement, si on est sur un audit de type white box ou grey box, il y a des informations que vous allez nous transmettre. Ethan le disait tout à l'heure, tout ce qui est architecture, donc plan d'architecture, s'il y a des identifiants que vous devez nous fournir, etc. Donc, cette partie-là est réservée justement à la transmission des informations. Et donc, une fois que l'auditeur a toutes les informations qu'il faut pour démarrer l'audit, eh bien, à la date définie, il va débuter l'audit, il va exécuter l'audit. Et une fois que cet audit est terminé, il y a un rapport d'audit qui vous sera fourni. Et ce rapport d'audit, on ne vous le donne pas comme ça et merci, au revoir. il y a une restitution qui se fera en fait à la fin de l'audit pour justement, c'est un peu le moment d'échange avec les auditeurs et puis donc le commanditaire et surtout les équipes techniques, ceux qui vont appliquer les remédiations qui sont recommandées par l'audit. Et donc c'est justement un peu le meilleur moment, on va dire,
puisque ça permet aussi bien aux commanditaires de rencontrer l'auditeur, d'échanger avec lui sur ce qu'il a trouvé, etc. Et puis nous, ça nous permet également de vous proposer de vous accompagner justement dans ces remédiations. Et donc, au niveau des différents livrables, les documents qui sont échangés entre vous et nous, donc il y a la convention d'audit, comme je l'ai dit, qui contient donc le périmètre, qui contient la durée de l'audit. Et également, de notre côté, on va signer un accord de non-divulgation pour vous protéger, pour protéger donc les données de votre système d'information, puisque un auditeur qui arriverait à obtenir des accès sur votre réseau, forcément, il aura accès à des données confidentielles. Donc, on va s'engager justement à ne pas les utiliser en dehors de l'audit. Ça paraît évident. Ensuite, pendant l'exécution de l'audit, en général, on réserve le maximum de temps durant l'exécution à justement faire l'audit, à ce que l'auditeur ait du temps pour bien justement la partie reconnaissance, élever ses privilèges, etc. Si l'auditeur détecte une faille de sécurité payante sur votre réseau, on ne va pas attendre la fin de l'audit pour vous prévenir, puisque, on va dire en quelque sorte, c'est un cas de force majeure. Donc, du coup, il y a une fiche spécifique qui vous sera remise pour vous dire justement qu'une vulnérabilité critique a été détectée. Donc, c'est une fiche assez succincte, mais en tout cas, on ne va pas vous laisser attendre la fin de l'audit pour vous prévenir. Si tout s'est bien passé durant l'audit, il y a le rapport d'audit qui vous sera remis. Ce rapport d'audit, il est très important puisqu'il contient donc une synthèse technique qui vous explique techniquement les vulnérabilités détectées, ainsi que pour chaque vulnérabilité, on le verra juste après, on verra un exemple de rapport anonymisé. Pour chaque vulnérabilité, on a le score qui est défini, donc sur 10, qui désigne en fait la sévérité de la vulnérabilité trouvée. Et également une petite description qui vous informe comment se fait-il que cette vulnérabilité peut être exploitée et surtout la partie remédiation. On a un gros laïus sur la partie remédiation pour chaque vulnérabilité. Et là où le rapport d'audit est assez important, c'est qu'il y a une synthèse managériale, donc c'est une synthèse non technique. Et cette synthèse-là, elle est très importante, pas seulement pour nous, mais surtout pour vous, puisque généralement, la synthèse managériale, c'est justement ce qui va permettre aux équipes techniques de montrer justement à la DSI ou alors aux décideurs qui n'ont pas forcément le point de vue technique sur justement ces vulnérabilités-là, d'expliquer de manière non technique pourquoi il y a une faille, les mécanismes de sécurité que vous avez déjà mis en place et comment la patcher et est-ce que c'est critique, est-ce que ça peut attendre quelques semaines, quelques mois ou alors est-ce que vraiment il faut le faire tout de suite. Ça permet justement d'attester de la criticité et ça aide les équipes techniques à en quelque sorte motiver les décideurs à s'intéresser à la sécurité. Et enfin, il y a le support de restitution, donc je vous en ai parlé juste avant, donc typiquement un diaporama qui vous est présenté durant la réunion de restitution. On va revenir sur chaque vulnérabilité pour échanger avec vous si vous avez des questions sur comment on a fait pour exploiter, est-ce qu'il y a des prérequis, etc. Est-ce qu'on peut vous remontrer vraiment techniquement en profondeur comment ça fonctionne, etc. et vous accompagner donc dans la remédiation. Voici un exemple de vulnérabilité qui a été détecté. On verra un rapport anonymisé juste à la fin. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a un score qui définit en fait la sévérité de la vulnérabilité. Ce score, il n'est pas défini magiquement par les auditeurs. C'est normé par justement l'ANSSI. L'ANSSI a défini un barème. Et donc, ce score, il est défini suivant plusieurs vecteurs. Et ces vecteurs, ça va être est-ce que la vulnérabilité, elle est facile à exploiter? Est-ce qu'on a besoin d'être connecté sur la machine ou ça peut être exécuté à distance? Est-ce qu'on a besoin d'un compte utilisateur, un compte administrateur? Est-ce qu'on peut l'utiliser de manière anonyme, etc. Et donc, pour chaque vulnérabilité, on va vous détailler le périmètre impacté, donc typiquement les serveurs ou les assets, les équipements qui sont impactés, les prérequis s'il y en a, et ensuite la description. Donc là, on ne le voit pas, mais en dessous, il y a également donc la partie remédiation et des captures d'écran qui prouvent qu'on a réussi à exploiter. Et enfin, donc l'équipe audit d'Exanet, on n'est pas que tous les deux avec Ethan, on a également Pascal qui est RSSI de chez Exanet et on a Guillaume qui nous a rejoint récemment
qui rejoint donc l'équipe sécurité. Donc on est tous les 4 à faire des audits techniques et organisationnels sur les infrastructures donc de nos clients. Hop, j'ai passé une diapo trop vite. Il faut savoir qu'Exanet, on rayonne donc un petit peu sur toute la France. Nous, actuellement, avec Ethan, on est basé à Reims, mais on a plein de personnes, donc que aussi bien techniques que commerciales, sur toutes nos agences, que vous pouvez retrouver donc sur notre site internet. Et donc, si vous voulez nous retrouver, on vous a mis un petit QR code qui vous permet d'accéder directement au site spécialisé sur la partie cybersécurité dans lequel on a toutes nos offres justement chez Exanet. Je ne sais pas si pour le moment il y a des questions. Alors, il y a une question qui demande combien de temps faut-il pour réaliser un audit? Alors, en fait, un audit, pour le temps de réalisation, ça va dépendre du type d'audit. Déjà, un audit Red Team, ça va être beaucoup plus long que le reste des audits parce qu'il va y avoir toute la partie reconnaissance, euh, toute la partie exploitation, post-exploitation, etc. Donc, pour un audit Red Team, on va partir plus sur des jours étalés sur une grande durée, donc typiquement 1 mois ou 2 mois. Pour les audits black box, white box et grey box, on va partir sur un temps plus court en fonction de ce qu'il y a à auditer. Donc, si c'est juste un simple site vitrine, en 1 ou 2 jours, ce sera fait. Par contre, si c'est une grosse infra de plusieurs centaines de serveurs, plusieurs centaines d'endpoints, il faudra compter une semaine, voire plus, rapport compris. Je sais Ouais. bien, Oui, c'est oui, tout, oui. ouais. Et pour la partie Red Team, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la durée de l'exercice Red Team, donc la durée de la mission, ça peut être par exemple 2 mois, mais on ne va pas vous facturer 2 mois en fait. Sur ces 2 mois, on va facturer par exemple 10 ou 12 jours, par exemple, parce qu'en fait, on va vraiment simuler une attaque réelle, on va se mettre dans la peau d'un attaquant, et donc l'attaquant, en fait, il ne va pas travailler tout le temps pendant 2 mois. Par exemple, il va envoyer un mail de phishing pour essayer justement que une victime clique sur un lien malveillant et exécute justement un logiciel malveillant. Mais durant ce laps de temps, une fois qu'il a envoyé justement ce mail de phishing, il y a un petit temps d'attente pendant peut-être 1, 2, 3 jours. Et donc, durant ces 2, 3 jours, nous, on ne va pas travailler en fait. On va attendre justement que, donc c'est ce qu'on appelle du hameçonnage, on va attendre que justement la cible morde à l'hameçon et clique justement sur le lien malveillant. Donc, c'était la petite précision sur la partie Red Team. Exactement. Ensuite, il y a une question au niveau des certifications. Donc, personnellement, moi, j'ai la CEH, toi, tu as CEH, OSCP, RTO, etc. Guillaume a aussi l'OSCP Et la CEH. et la CEH, Et Pascal, la CEH Pascal la aussi. CEH et l'ISO Ouais, 27001 il est lead lead auditor, auditor. je C'est ça, crois. ouais. Puis toi, tu as un master. Exactement, oui, c'est ça. Et au niveau des certifications pour Exanet, donc on est en cours de qualification pour la PASI. C'est ça, c'est ça. Au niveau de la partie donc audit, test d'intrusion, on est en cours. Donc il y en a d'autres. Hein. Je crois qu'au total il y a 5 types de qualifications. Il me semble qu'on a demandé la qualification pour 4 types uniquement. Je crois qu'on fait juste pas la revue de code. C'est ça. Il n'y a que la partie Euh, audit de code, en fait. c'est ça. Et donc, du coup, sur la partie test d'intrusion, oui, on est en cours de qualification. On a pour ambition d'être qualifié PASI d'ici fin d'année ou peut-être début d'année prochaine. Alors, quelles sont les certifications? La CEH, c'est une certification, donc c'est Certified Ethical Hacker. C'est une certification en fait qui va attester d'un niveau de connaissance théorique des tests d'intrusion et de même la cybersécurité en général. Après, tout ce qui va être OSCP, c'est donc Offensive Security, vous le retrouvez ici. Offensive Security, donc qui va être là plutôt un test technique, pratique, pardon, un test pratique qui va attester justement de compétences pratiques en termes de cybersécurité. Et puis la RTO, c'est Red Team Operator, c'est donc là un test pratique également d'utilisation de serveurs de command and control. Un serveur C2, c'est des serveurs de pilotage en fait qui sont utilisés par les attaquants dans leurs attaques. Puis après, tout ce qui va être lead auditor, là ça va être
Donc la partie C'est plutôt partie gouvernance, ouais, c'est ça, gestion de risque, c'est etc. ça, exactement. Pas d'autres questions pour le moment. Je pense qu'on peut partir sur la présentation du rapport anonymisé. Yes. Tac. Alors, pour la partie rapport anonymisé, je vais essayer de mettre un tout petit peu plus gros. Donc là, c'est une société complètement fictive, hein, Eclair Compta n'existe pas du tout. Et donc, c'est un rapport complètement fictif. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a donc les auditeurs qui ont participé justement à l'audit, le commanditaire, celui qui a demandé justement à ce qu'il y ait un audit. On a évidemment un sommaire. Donc, tout ce qui va être un petit peu ce qu'on va retrouver dans tous les rapports d'audit, toute la partie contexte, explication de ce que fait la société, puisque en fonction de ce que la société fait comme métier, on peut avoir des cas d'usage. Typiquement, une société de développement, elle va avoir des développeurs et donc elle va avoir des plateformes d'hébergement de code, alors que là, dans le cas d'un expert comptable, il va plutôt avoir des logiciels de comptabilité, des serveurs RDS, par exemple, pour se connecter à distance, pour accéder à des logiciels, etc. Chaque corps de métier, en fait, chaque contexte va contenir ses lots de vulnérabilités qui vont lui être propres. L'objet du document, les modalités de l'audit, donc là, on reprend en fait ce qui a été défini dans la convention, donc la durée et le périmètre. Donc ici, le périmètre, il est assez vaste, hein, on a l'accès sur tout le système d'information de eclaircompta.local et également le mode opératoire utilisé. Donc là, on est en boîte noire et boîte grise. C'est suivant en fait ce que décide le commanditaire. En général, le commanditaire aime bien avoir un aperçu de ce que les attaquants pourraient obtenir comme accès sans aucune information. En général, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on propose au commanditaire de passer 1 à 2 jours en mode boîte noire et ensuite, soit on a obtenu un compte, soit il nous donne un compte et une machine sur le réseau interne. Et dans ces cas-là, on passe en mode grey box, en boîte grise, et on peut poursuivre la suite de l'audit. Donc les critères d'audit, hein, on ne fait pas un audit comme ça, c'est défini, donc il y a des procédures à respecter, des tests, etc. Les limites, puisque nous, l'audit va s'effectuer sur une période de temps limitée. Un attaquant, la contrainte de temps, il ne l'a pas. Donc du coup, s'il y a des vulnérabilités qu'à l'instant T, on n'a pas détectées, peut-être que par la suite, en appliquant une remédiation, par exemple, eh bien, on peut ouvrir une nouvelle porte ailleurs. Ça, malheureusement, on ne peut pas le présager. Donc, du coup, il y a bien des limites qui peuvent être appliquées à l'audit. L'explication donc du niveau de sécurité global, ça c'est la touche un peu personnelle d'Exanet. C'est que en fait, donc dans la synthèse managériale, on va définir un niveau global sur la sécurité actuelle du système d'information. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la synthèse managériale, elle va contenir donc une synthèse non technique avec pour chaque vulnérabilité, eh bien une petite explication qui va permettre d'informer justement vos décideurs qui ne sont pas forcément donc techniques pour leur dire, voilà, ce risque-là, il est à prendre en considération, c'est un risque critique et la remédiation doit être effectuée à court terme parce que c'est vraiment un risque majeur. Ou alors, par exemple, logiciel service non supporté, on sait que là, c'est des logiciels qui ne seront plus mis à jour. Pour l'instant, dans l'immédiat, il n'y a pas de vulnérabilité qui a été détectée sur ces environnements-là, mais rien n'indique que demain, il y aura une vulnérabilité découverte. Et vu que le logiciel n'est plus maintenu, eh bien, dans ces cas-là, ça pourra ne pas être patché, ne pas pouvoir éviter l'exploitation. Et enfin, on fait une petite conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Là, par exemple, on voit que dans les points positifs, il y avait un antivirus managé sur l'ensemble du parc informatique, un pare-feu qui était activé sur les postes, etc. Tu veux continuer? Vas-y, vas-y. Alors, ensuite, on a le tableau de la synthèse des vulnérabilités. Donc là, c'est vraiment de manière synthétique pour expliquer avec un code couleur pour que ce soit assez flagrant, assez intuitif. Voilà, quelle vulnérabilité a une difficulté de correction et une priorité surtout de correction. Donc, c'est classé par priorité de correction et ensuite par risque. Donc, le risque est majeur, par exemple, pour les identifiants par défaut. Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne pratique.
On a tout ce qui va être un petit peu synthèse. Ici, on a un graphique sur les vulnérabilités, comment sont réparties les vulnérabilités, le scénario de compromission, comment l'auditeur est passé du point A au point B, et donc le chemin un peu qu'il a parcouru sur le système d'information audité. La cartographie réseau, ça c'est toujours important également puisque un attaquant qui arrive chez vous, il n'a pas connaissance de votre réseau. Et alors soit ça peut être une attaque, on va dire, rapide, où l'attaquant va pas vraiment prendre de pincettes, il va essayer vraiment d'avoir accès au plus de choses possibles, etc. C'est souvent ce qu'on voit dans le cadre de ransomware, c'est des attaques assez rapides. Soit c'est ce qu'on appelle des groupes APT, Advanced Persistent Threat. Et donc, dans ces cas-là, c'est des groupes d'attaquants qui vont être assez furtifs, qui vont vraiment… donc, c'est l'objet, en fait, de l'exercice Red Team, c'est de se faire passer justement pour ce groupe d'attaquants-là, qui vont vraiment essayer de connaître le plus possible vos pratiques, comment vous stockez vos mots de passe, comment vous envoyez vos mails, est-ce que vous avez du chiffrement, etc. Et donc, d'avoir vraiment une connaissance très globale de votre système d'information. Généralement, on a des groupes APT qui connaissent quasi mieux votre système d'information que vos administrateurs, des fois, malheureusement. Et donc, on vous présente un petit peu la cartographie réseau, la connaissance qu'on peut obtenir sur votre système d'information en n'ayant aucune information de base. Donc, avec le plan d'architecture. Et enfin, donc pour chaque vulnérabilité, le détail technique avec donc le score sur 10, les vecteurs d'attaque. Donc, est-ce que j'ai besoin d'être à distance ou alors sur la machine? Est-ce que j'ai des privilèges, etc. Est-ce que ça impacte la donnée au niveau confidentialité, intégrité, disponibilité? Les cibles qui sont impactées, les cibles qui sont impactées, j'ai cliqué sur le lien, j'aurais pas dû. Tac, tac, tac. Donc, les cibles qui sont impactées, ici, par exemple, c'était un Zendesk, donc un logiciel avec des mots de passe de base qui n'ont pas été modifiés par défaut. Les prérequis, la description, pourquoi l'attaquant a pu obtenir ces identifiants-là, à quoi il a accès, etc. L'impact que ça peut avoir, est-ce que justement, grâce à cette vulnérabilité-là, il peut augmenter son niveau de privilège sur le domaine? Est-ce qu'il peut obtenir des informations qui lui permettent de se latéraliser, donc d'obtenir un accès sur d'autres postes, d'autres serveurs? La priorité et difficulté de correction et tout ce qui va être remédiation. Donc là, évidemment, pour cette vulnérabilité-là, des identifiants par défaut, la remédiation, elle paraît logique, c'est de mettre un mot de passe et de mettre un mot de passe donc complexe, avoir une vraie complexité de mot de passe et donc des références pour s'informer justement sur plus en détail sur cette vulnérabilité-là. Donc évidemment, pour chaque vulnérabilité, on a le détail complet. Et tout à la fin, on a également la liste des tests effectués, puisque en général, l'auditeur, n'effectue pas que quelques tests. Et ça permet également de montrer tout ce que les équipes techniques de votre système d'information ont mis en place pour justement bien sécuriser au maximum votre système. Ici, par exemple, on voit qu'on a essayé sur cette partie-là de faire du relais NTLM, du Kerberos Sting, etc. Donc des attaques qui sont connues par les attaquants, qu'ils effectuent régulièrement, et on voit que ça n'a pas fonctionné, ce qui veut dire que les équipes techniques ont fait en sorte que ça ne puisse pas être exploité. Et tout à la fin, donc, on a le système de classification des vulnérabilités qui est un peu plus explicite, un peu plus expliqué pour justement scorer, définir une sévérité pour chaque vulnérabilité. Et puis enfin, la fin du document. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport d'audit ou sur les audits en général que l'on propose. A priori, c'était clair. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des audits pour réaliser des tests nous-mêmes sans passer par un audit? Ouais, on peut utiliser, il y a des outils. Oui, exactement. Il y a des outils plus ou moins automatisés du type Pingcastle ou Nessus, par exemple, qui vont auditer plus ou moins un Active Directory. Mais là, l'avantage de passer par un audit, c'est qu'il va y avoir aussi toute la partie recommandation. Et nous, on va aller plus loin que ce genre de test automatique. Parce qu'en général, ils font que de la recherche de configuration et n'essayent pas vraiment d'exploiter les vulnérabilités, en fait.
Par exemple, typiquement Pincastle, c'est un logiciel qui va permettre d'auditer votre annuaire Active Directory et de vous montrer, en fait, ça va vous donner un score de vulnérabilité sur 100, mais ça va auditer uniquement votre annuaire Active Directory. Si par exemple, à côté, vous sécurisez beaucoup votre Active Directory, mais que vous avez là, comme c'est le cas ici, un Zendesk qui tourne sur un serveur à part avec des mots de passe par défaut, le Pincastle ne le verra pas. Et pourtant, c'est ce qui pourra impacter tous vos systèmes d'information. En fait. C'est ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que tout le système d'information, la sécurité de tout le système tient à son maillon le plus faible. Et c'est bien d'avoir des outils automatiques, mais malheureusement, ça reste de l'automatisme et ça ne va pas tout exploiter. Quelle est la valeur de votre rapport par rapport à un concurrent au niveau certification? Alors, il y a pas de certification appliquée à un rapport. Hem, la valeur de notre rapport, en général, ce qu'aiment bien faire les commanditaires, c'est tous les ans changer de prestataire justement d'audit, pour justement, avoir une vision, pas toujours la même en fait. Heu, c'est plutôt une bonne Oui, pratique. exactement. Voilà, je pense que ça répond bien à la question. Il y a pas de Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'auditeurs mieux que d'autres. On a tous un peu la même méthodologie, les mêmes approches, puisque c'est procéduré, hein, on fait pas à l'arrache. Mais du coup, oui, ça permet d'avoir peut-être un autre point de vue. Voilà. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous remettre, si vous voulez, le QR code pour aller regarder sur notre site internet directement. Clac. Donc n'hésitez pas. De toute façon, vous recevrez le replay du webinar d'aujourd'hui sur votre adresse mail avec laquelle vous vous êtes enregistré. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous êtes intéressé. On peut échanger un peu plus en détail avec vous sur ces sujets-là. Il faut savoir que l'audit, il est vraiment personnalisable. Mmh. De toute façon, c'est le commanditaire hein, qui choisit ce qu'il veut auditer. Si vous voulez commencer par un black box, ensuite un grey box et terminer sur un audit de config en white box, il y a aucun problème. Hein. Tout est défini avec vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Exactement. Je vois pas d'autres questions. Oui, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que ça va être bon pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous recontacter pour la suite. Bonne fin de journée. Merci, Au au revoir. revoir.